70 ans plus tard, lequel de ces deux auteurs anglais avait-il le mieux anticipé notre monde? Orwell ou Huxley? Vivons-nous dans l'univers de 1984 ou dans celui du meilleur des mondes? À moins que ce ne soit une sorte d'hybride des deux. Un pays aujourd'hui se présente comme une parfaite synthèse des deux romans, entre surveillance de masse et société high-tech, entre régime totalitaire et paradis consumériste. La Chine incarne le meilleur des mondes orwelliens. Avec plus d'1 milliard de citoyens cobayes à sa disposition, la Chine est en train de devenir un gigantesque laboratoire d'expérimentation des nouvelles technologies de contrôle. En Chine, il y a le crédit social. Vous avez un certain nombre de points, une note, et celle-ci grimpe si le gouvernement approuve ce que vous faites, ou chute si, par exemple, vous communiquez avec des gens moins bien notés que vous. C'est un instrument très puissant pour vous forcer à obéir et à vous soumettre. Des points en plus sur votre carnet de notes citoyen pour l'achat de produits chinois, de bonnes performances au travail, ou la publication sur un réseau social d'un article vantant les mérites de l'économie nationale. Des points en moins en cas d'opinion politique dissidente, de recherches en ligne suspectes, ou de passages piétons traversés à la hâte. Évidemment, un mauvais bulletin donne lieu à des sanctions. Interdiction d'acheter un billet de train ou d'avion durant 1 an. Impossibilité d'obtenir un prêt, d'accéder à certains services sociaux, ou encore de s'inscrire sur un site de rencontre. On va avoir un mélange Huxley-Orwell avec effectivement d'un côté une société de la carotte, une société de la jouissance, de la consommation, du bien noté, du bon élève, parce que c'est vrai que le crédit social, bon, ben, ça peut être déficitaire, mais ça peut être aussi excédentaire, donc ça vous donne accès à quantité de petits mini-privilèges, et donc vous troquez votre immense liberté pour des tout petits privilèges, narcissiques ou matérialistes, enfin bon. Et puis de l'autre côté, le bâton, qui peut être effectivement plutôt orwellien, même si c'est un peu caricatural, en disant, voilà, ben, si vous ne faites pas ça, vous êtes immédiatement mis au banc de la société. Et pour que rien n'échappe au régime, 400 millions de caméras à reconnaissance faciale sont en train d'être installées à travers tout le pays. Impossible désormais de se dérober à cet œil tout-puissant plus de 7 minutes. Que vous soyez dans la rue, dans les transports ou chez vous, Big Brother is watching you. Le téléécran captait tous les sons émis par Winston au-dessus d'un chuchotement très bas. Il pouvait être vu aussi bien qu'entendu. Naturellement, il n'y avait pas de moyen de savoir si, à un moment donné, on était surveillé. Combien de fois, et suivant quel plan, la police de la pensée se branchait-elle sur une ligne individuelle quelconque? Personne ne pouvait le savoir. Big Brother est obsolète dans sa version verticale. En revanche, dans sa version atomisée, fragmentée, égalitaire du Little Brothers, partout, panoptique, mais au sens d'une revisite du panoptique, il n'y a pas qu'un seul endroit, partout il y a des yeux, partout il y a des capteurs, et c'est sans doute la manière, encore une fois, de naturaliser la surveillance, de la rendre invisible, de la rendre, entre guillemets, faussement égalitaire, c'est-à-dire tout le monde peut me nuire, mais de fait, je peux éventuellement nuire à tout le monde. Et c'est bien évidemment, les réseaux sociaux, un magnifique outil d'ordre social. Mais aussi pas simplement d'ordre en surplomb, mais d'ordre en horizontal. C'est-à-dire que, voilà, on fait attention à nos comportements, on les met en scène. There was a phrase that Huxley repeatedly used. Il y avait une phrase que Huxley répétait au sujet de la société moderne, sur comment on nous faisait aimer notre condition d'esclave, comment nous avons l'impression que nous sommes aux manettes alors que nous faisons ce que l'on nous demande. Huxley pensait que nous nous autorisions trop à nous faire manipuler, à penser que nous étions libres alors que nous ne le sommes pas.
Qu'est-ce que j'éprouverais si j'étais libre? Si je n'étais pas asservi par mon conditionnement? N'avez-vous pas le désir d'être libre, Lénina? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je le suis libre. Libre de me payer du bon temps, le meilleur qui soit. Tout le monde est heureux à présent. Le rapport des politiques à la langue aujourd'hui, il est... Alors encore une fois, je vais être trop caricatural, et donc je m'en excuse déjà, mais il est assez désastreux. Qu'est-ce qui fait la démocratie? Qu'est-ce qui fait l'état de droit? C'est précisément un rapport préservé à la qualité de la parole. Pourquoi? Parce que l'état de droit considère que le premier outil de régulation dans la démocratie, c'est la parole. C'est pas la violence. Et donc la parole, pour qu'elle soit régulatrice, il faut qu'elle soit identifiée comme viable, comme honnête. Believe me, believe me, believe me, believe me. Parce que sinon, vous dévitalisez le pouvoir performatif de la parole. Et donc, résultat, vous faites d'une parole qui, à un moment donné, est identifiée comme étant rien. Ça ou autre chose, c'est rien. Et donc, résultat, hop, on va directement vers ce qui va réguler la violence. La violence, l'hypersécurité, l'hyperordre, etc. Donc, préserver en démocratie le rapport qualitatif à la parole, c'est un enjeu politique.